Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir. Vous êtes venu nous parler du contre-budget de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes venu nous parler du climat social en France après les déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui ont pu surprendre. Puis on va parler de vous-même aussi parce que vous êtes, je ne veux pas vous faire rougir, mais l'une des révélations de la France insoumise à l'Assemblée, jeune député, 27 ans, mais d'abord bien sûr, une réaction à ce verdict. Vous avez suivi ce procès vous-même ? Écoutez, oui, par les médias, et là je viens de l'apprendre dans vos couloirs. Écoutez, la justice est passée. Moi je ne suis pas juge, je m'en remets à la décision de justice de mon pays. Après, il y a, je pense, un tas de sujets inhérents à ce procès sur la manière dont nous nous attaquons au terrorisme dans le pays. Il faut une politique antiterroriste qui soit rationnelle et qui fasse, y compris la place, plus de place en tout cas, à la prévention. Peut-être qu'on y reviendra, mais vous savez, dans le débat sur l'état d'urgence, on sait souvent la fin de l'état d'urgence. Alors, en réalité, la transposition de l'état d'urgence dans le droit commun par bien des aspects, on s'est souvent coupé les cheveux en quatre, vous savez, sur comment on va fouiller les coffres des voitures, comment on va répondre a posteriori à des attaques. Et finalement, on pose assez peu la question de la prévention et du renforcement de ces anticorps républicains. Qui vont permettre d'éviter le terreau communautariste. Vous savez, on parle après du budget. Moi, je pense au service public, je pense à l'éducation nationale, je pense à la sécurité sociale, à tout ce qui permet finalement de faire société et que certaines politiques malmènent et qui peuvent parfois constituer un terreau favorable à des communautarismes. Le combat culturel, entre guillemets, vous-même, pas vous personnellement, mais votre mouvement, la France Insoumise, a été accusé parfois d'ambiguïté. On a parlé d'islamo-gauchisme dans certaines réactions face à des conducteurs de bus qui refusent de s'asseoir, de prendre place derrière une femme. Que répondez-vous à ces accusations ? Vous me donnez l'occasion de répondre et je vous en remercie. Sur la question du conducteur de bus, il s'avère après, on a vu un article de presse dire que cette polémique, a priori, avait été inventée de toutes pièces parce que, vous voyez, y compris dans ce débat, il y avait des procès d'intention. Moi, j'ai participé au débat sur la loi terrorisme au sein de l'hémicycle pendant toute une semaine. Dès lors que nous n'étions pas du côté de la surenchère sécuritaire et que nous appelons à une politique de la raison, on nous taxait effectivement, comme vous l'avez dit, d'islamo-gauchistes. Que ce soit clair, il n'y a pas la moindre ambiguïté dans nos rangs sur ce sujet. Pas la moindre complaisance. Nous sommes des républicains convaincus, des laïcs jusqu'au bout. Il n'y a pas d'ambiguïté possible là-dessus. Simplement, oui, dans l'hémicycle, nous avons porté une parole qui différait avec la parole qui était portée notamment par la majorité. Oui, nous pensons que dans le droit commun, il y a les dispositions nécessaires pour s'attaquer notamment au terrorisme et qu'il n'y avait pas besoin de cette énième loi. Vous savez, M. Pujadas, on sort de près de 16 lois antiterroristes dont personne n'a fait le bilan. Et malheureusement, au moment où nous votions cette loi, il y a eu les attaques de Marseille qui n'ont pas pu être évitées malheureusement. Mais, donc, vous voyez, pardonnez-moi, plus que des questions policières et judiciaires, on évoquait les questions de société, c'est-à-dire une forme, en tout cas c'est le reproche qui a été fait à la France Insoumise, de complaisance supposée avec des formes de communautarisme. On n'en a pas. Vous avez en face de vous un républicain convaincu. Dans le groupe, c'est le cas de l'ensemble des membres du groupe, de tous les députés. Nous avons un programme là-dessus, y compris un livret complet sur la laïcité. Nous développons toutes sortes de thèses, y compris sur, je le disais, le développement de ces anticorps républicains et le renforcement des services publics pour lutter contre le communautarisme partout où c'est possible. Donc je profite vraiment de votre question pour le redire. Il n'y a pas dans nos rangs la moindre ambiguïté sur le sujet et nous ne céderons pas d'un pouce à ceux qui nous font ce type de procès. Deux questions économiques et sociales. On va y aller directement avant d'accueillir Fabien Amias. Question économique d'abord sur le budget. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon et autour de lui les élus de la France Insoumise présentaient un contre-budget. Et l'une des dispositions, l'une des propositions, l'une des intentions que l'on retient, c'est des dépenses publiques en plus. On écoute Éric Coquerel. Nous prévoyons d'augmenter de 173 milliards d'euros en 5 ans, c'est-à-dire plus 5 points du PIB, ce que nous appelons les dépenses courantes. Mais ces dépenses courantes, elles ne peuvent être payées par la dette. D'où justement, à travers un plan fiscal, le fait de faire rentrer 170 milliards de plus en 5 ans, 33 milliards par an en gros, de ressources fiscales. C'est un plan, on vous l'a dit, de 100 milliards d'investissements. Seul l'investissement est financé par la dette, de manière logique, puisque nous investissons pour les générations à venir. La France est la championne d'Europe de la dépense publique. Il faut encore plus de dépenses publiques, vraiment ? Alors la France est aussi la championne d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. Elle est aussi la championne d'Europe du nombre de millionnaires. Écoutez, moi je vais essayer de résumer les choses dans le temps court qui nous est imparti pour le faire. Entre le budget présenté par le gouvernement et le budget que nous avons présenté cet après-midi, il y a finalement, c'est vrai, deux modèles
qui se confrontent. Il y a d'un côté la théorie du ruissellement qui veut qu'on favorise d'abord le capital et les plus riches en espérant un retour sur investissement. Je dis bien en espérant parce qu'on n'a pas la preuve de ce retour sur investissement, et le libre-échange. C'est la politique d'Emmanuel Macron. De l'autre côté, vous avez la politique qui consiste à dire on va relancer l'activité par le partage des richesses et la planification écologique. Pardonnez-moi, depuis des années, relancé par la dépense publique qui se traduit par un surcroît d'importation. Vous faites l'avocat de Bruno Le Maire qui disait récemment dans l'hémicycle, c'est la seule politique, celle de l'allègement du capital, qui n'a pas été appliquée ces dernières années. C'est faux. L'ère Sarkozy a été une ère où il y a eu beaucoup de niches fiscales, on a déjà beaucoup favorisé le capital. Mais le pire dans cette affaire, Monsieur Pujadas, c'est qu'on ne voit pas que la libération du capital produise investissement. C'est bien tout le problème. Notez bien qu'aujourd'hui, 80% des profits ne sont pas investis. Un salarié français aujourd'hui travaille en moyenne 26 jours par an pour financer les actionnaires. C'était 9 jours par an en 1980. Donc nous faisons le pari que ce pays est riche, qu'il y a des leviers, et donc nous avons proposé, et je vous l'offre, ce contre-budget qui est complet. C'est un contre-budget qui est sérieux, qui est chiffré. Et en plus, je vous ferai remarquer, vous pourrez le vérifier dans le détail, que nous avons dans ce contre-budget respecté les règles de l'adversaire, j'ai envie de dire, puisque nous respectons y compris les critères de déficit et de dette qui sont vous dites les qu'il y aura des actuels. Recettes supplémentaires qui C'est-à-dire que correspondront même dans nos dispositions, nous n'avons pas tous les leviers positifs que nous souhaitions appliquer dans notre programme. Un mot sur le climat social et sur la façon dont l'a défini, dont l'a caractérisé Jean-Luc Mélenchon avec cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre alors qu'il était à Athènes. On l'écoute, Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Macron, d'ailleurs il s'en est vanté à son interview, il a dit j'y suis arrivé en 5 mois. Bon, il y est arrivé, vous connaissez notre réplique, on lui a dit bonhomme, attends, c'est pas terminé. Bon, mais pour l'instant, c'est lui qui a le poids. Alors on a beaucoup dit, Jean-Luc Mélenchon, il a l'air un peu déprimé, il concède une défaite pour une bataille, pas forcément pour la guerre, mais il acte finalement un échec de ce qu'a été ce début d'automne social que vous souhaitiez. Écoutez, moi je n'y vois pas du tout de déprime ni de coup de blues, comme ça a été beaucoup dit. Je peux témoigner d'ailleurs personnellement du fait que Jean-Luc Mélenchon va très bien. Non, on a là un constat lucide, il faut bien le dire. Vous vous en souvenez, le 23 septembre, nous avions fait cette grande marche et nous l'avions conclue en appelant les syndicats à prendre l'initiative et nous avions dit que nous serions derrière. La réalité, c'est que nous n'avons pas déserté le travail parlementaire, nous avons été beaucoup présents, nous avons fait beaucoup de contre-propositions. Les ordonnances reviennent à l'Assemblée à la fin du mois de novembre. Et les syndicats n'ont pas suivi, c'est de leur faute. Alors non, je ne dis pas ça, ne me faites pas dire que les syndicats ont tort sur toute la ligne. En tout cas, il y a un fait avéré, c'est qu'il y a une difficulté à faire ce que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire la convergence. Elle est nécessaire. Moi, j'observe, M. Pujadas, qu'à l'heure où on se parle, 61% des Français sont opposés à la politique budgétaire concernant notamment la suppression de l'ISF. Mais 57, pas prêts à descendre dans la rue. C'est tout le problème. 57% soutiennent les mobilisations par rapport aux ordonnances. Et effectivement, on ne voit pas la traduction dans la rue. Moi, j'observe que dans tous les secteurs de la société, il y a une prise de conscience que la politique du gouvernement est antisociale et qu'elle n'est pas efficace. Mais c'est vrai, peut-être à la faveur de la nouveauté, Emmanuel Macron arrive à faire une politique dont je pense qu'un gouvernement de droite n'aurait pas tenu quelques mois à la faire, sans doute. Fabien Namias nous rejoint. Fabien. Bonsoir Fabien. Bonsoir David. Bonsoir Monsieur Quatennens. C'est à vous. Je reviens évidemment sur ce qui a occupé votre émission spéciale David et sur ce verdict qui a été rendu. On va parler de terrorisme. Simplement à l'instant je voyais quelques réactions, celle de Marine Le Pen qui regrette que la complicité d'assassinat n'ait pas été retenue. C'est aussi la position de la mère d'une des victimes. Vous considérez que justice a été rendue ? Écoutez, moi, encore une fois, comme je viens de le dire à M. Pujadas, je crois en la justice de mon pays. Je comprends les frustrations qui peuvent s'exprimer sur le fait que le motif de complicité n'ait pas été reconnu. Mais effectivement, pour moi, la justice est passée par là. Il y a une décision de prise. Ça nécessite un appel pour vous ? Écoutez, a priori, il semblerait qu'il y ait un appel qui va se faire. On va voir quel sera le verdict. Mais encore une fois, bon, là, je comprends l'émotion suscitée par ce procès parce qu'il est en plus emblématique de faits de terrorisme graves qui sont passés sur notre territoire. Mais j'aimerais qu'on profite de l'occasion aussi, à la fois respecter la décision de justice et en même temps d'ouvrir le débat sur comment on lutte efficacement contre le terrorisme. Je ne pense pas que la politique du coup de menton et du tout sécuritaire, finalement, ne parvienne à venir à bout de ce fléau. Mais précisément, la lutte contre le terrorisme, il en est question. Il en est aussi question aux États-Unis, puisque Donald Trump, ce matin, parlait même de peine de mort pour l'auteur des attentats à New York hier. Marine Le Pen était interrogée tout à l'heure sur LCI et elle s'est prononcée sur la question. Écoutez-la.
Je ne sais pas si la peine de mort est en cours dans l'État de New York, mais si c'est le cas, il me semble quand même que cet assaillant peut remplir les conditions pour être condamné à cette peine. Voilà, donc elle ne ferme pas la porte à la peine capitale. Ça vous choque ou finalement elle épouse les contours d'une opinion qui, selon les sondages, est favorable à ce type de peine? En difficulté politique, Marine Le Pen doit bien saisir toutes les occasions qui lui sont données pour faire parler d'elle. En tout cas, ça lui donnera une bonne occasion d'aller boire un verre avec M. Trump, puisque visiblement, ils sont sur la même logique. Non, le débat de la peine de mort en France, il a été fort heureusement tranché il y a bien longtemps. Il n'est pas question de le rouvrir. Non, bien sûr que non. Et encore une fois, moi, je pense que ce sont là des subterfuges pour éviter de parler des vrais sujets. Encore une fois, je le disais tout à l'heure à M. Pujadas, ce n'est pas la surenchère sécuritaire ou le fait de taper très fort après coup. Bien sûr qu'il faut punir, c'est incontestable. Mais on parle assez peu finalement de tout ce qu'on peut faire en amont. Et nous avons des idées à déployer sur le sujet. Finalement, sur le terrorisme, il y a quelque chose de multifactoriel. La réponse ne peut pas être que policière. D'abord, il y a la question des guerres et d'une coalition universelle nécessaire contre Daesh, par exemple sous l'égide de l'ONU. Après, il y a la question assez peu posée. Daesh, c'est quasiment réglé. Pardon. Oui, alors quasiment. Géographiquement, ça n'existe plus. C'est quasiment réglé, effectivement, sur le front d'un point de vue militaire. Maintenant, vous savez comme moi que l'embrigadement par Internet continue et lui n'a pas de frontières. Ça, c'est une autre affaire. Après, il y a effectivement la question des financements. Vous savez, dans le débat sur le terrorisme que nous avons eu à l'Assemblée récemment, nous avons assez peu pu parler, notamment des problèmes de financement. Vous savez que la France a vendu des armes. Il y a la politique étrangère que nous avons avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, dont on ne peut jamais parler. Un fait aussi très important, la majorité a voté contre notre amendement sur le cas de l'entreprise Lafarge, laquelle entreprise s'est vue rançonnée par Daesh pour pouvoir maintenir son activité en Syrie et a payé l'État islamique en Syrie. Cette même entreprise, vous savez, elle est en ce moment dans la cour de l'Assemblée nationale en train de faire des travaux. Bon, et ça, bizarrement, dès qu'on en parle, il n'y a plus personne. Et ensuite, je l'évoquais au début de cette émission, oui, c'est lié avec la question budgétaire. Vous savez, tout coûte cher. Les moyens humains dans la police sont nécessaires et ils coûtent cher. De ce point de vue-là, nous nous en appelons à revenir aux effectifs d'avant 2007 et l'ère Sarkozy. Il manque grosso modo 15 000 agents à peu près. Et il y a également toute cette logique de prévention qui est trop souvent absente de nos débats. Mais précisément, sur l'aspect sécuritaire, le ministre de l'Intérieur, hier, disait qu'il n'excluait pas de recourir à nouveau à l'état d'urgence si une situation exceptionnelle le justifiait. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire l'état d'urgence uniquement en cas de situation exceptionnelle? Est-ce que paradoxalement, il ne va pas dans votre sens quand il dit ça? Mais si vous voulez, pour moi, l'aspect... on légifère beaucoup aussi, peut-être, pour donner des signaux à l'opinion. Bon, moi, je le disais tout à l'heure, il y a eu 16 lois antiterroristes dont on n'a pas fait le bilan. Là, Emmanuel Macron avait promis pendant sa campagne la fin de l'état d'urgence. Pour tenir cet engagement de campagne, nous avons procédé à la transposition de bon nombre des dispositifs de l'état d'urgence dans le droit commun. Alors que nous soutenions la thèse, et c'est toujours le cas, que le droit commun, avant cette modification, disposait déjà de ce qu'il fallait pour lutter contre le terrorisme. Donc, pour moi, l'état d'urgence est efficace dans son caractère, par essence d'ailleurs, exceptionnel. Donc y recourir à nouveau de manière exceptionnelle ne vous choque pas? Oui, sauf que M. Namias, aujourd'hui, le fait est qu'avec cette nouvelle loi, nous sommes dans un état d'urgence déguisé quelque part, si vous voulez. Donc encore une fois, c'est une politique qui vise à faire de la démonstration du point de vue de l'opinion publique, aussi parfois à rassurer la population, mais malheureusement, les attentats se poursuivent et se suivent sans que ce type de politique n'y vienne à bout. On doit le déplorer. Dernière question et réponse rapide peut-être, s'il vous plaît. Oui, sur un sujet moins grave, mais tout à fait intéressant en termes d'exemplarité. On a appris que Danielle Simonet, qui est dans vos rangs, monsieur de la France Insoumise, c'est une élue parisienne. Elle occupe un logement de la ville de Paris, 83 mètres carrés pour 1 300 € par mois. C'est grosso modo 30 ou 40% en dessous des prix du marché. Alors c'est pas illégal, mais pour autant, est-ce exemplaire? Est-ce qu'elle ne devrait pas quitter ce logement? Vous savez, je vais vous dire une chose, je vais pas biaiser, je vais répondre à votre question, mais je vais quand même en profiter pour dire une chose, c'est que moi, maintenant, depuis peu, je parcours les plateaux radio et télé, et j'observe que toute polémique est bonne aussi pour taper fortement sur la France Insoumise. Enfin, il y a des scandales de conflits d'intérêts, de gabegie financière, vous bien faites plus le coup importants. du complot? Non, pas du tout. Surtout pas. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous accorderai pas ce point-là. Je vous fais pas le coup du complot. Non, parce que tous les hommes politiques, quand on leur demande, je vous dis simplement qu'il y a des invectives à géométrie variable selon de qui on parle et que quand c'est la France Insoumise, on réjouit tout le monde. Venons maintenant. Il ne s'agit pas de sérieux. Reconnaissez que la question se pose et qu'est-ce que vous y répondez? Venons au cas de Danielle Simonet. J'observe que cette polémique est née
juste après que soit éteinte celle de mon camarade que vous avez d'ailleurs reçu ici, Alexis Corbière, après qu'il ait dit qu'il allait déménager, ce qui est en train d'être fait. Lui, il a choisi de quitter son logement. D'ailleurs, c'est la même chose, c'était un HLM. Danielle Simonet, de quoi parle-t-on? Elle n'occupe pas un HLM, contrairement à ce qui a été dit à la va-vite. Elle occupe un appartement à loyer dit libre. Elle paye, je crois, 1 300 € pour 80 mètres carrés, ce qui n'est pas non plus une petite somme. Elle ne fait rien d'illégal, vous l'avez dit. Elle ne cherche pas à s'enrichir. Je veux dire, elle fait quelque chose qu'elle peut faire sans difficulté. Alors, encore une fois, on tire le fil pour essayer d'avoir des polémiques. Mais c'est une forme de privilège. Est-ce qu'on peut dénoncer les privilèges? Et vous êtes parfaitement fondé à le faire. Mais si vous appelez ça des privilèges, on en bénéficie. Si vous appelez ça des privilèges, vous devrez être tonitruant sur tout un tas d'autres privilèges. Il y a eu plein d'exemples de scandales financiers, de conflits d'intérêts qui sont sans commune mesure avec ça. Ce n'est pas illégal. Les maires sont commentés régulièrement. Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'il y a là encore l'occasion de faire une vive polémique. J'ai même vu qu'une pétition en ligne, vous imaginez, était ouverte pour dire chasser Danielle Simonet de son logement. Donc il n'y a, moi je trouve ça il n'y a pas de sujet. Et moi je trouve il est légitime qu'elle trouve que c'est un non-sujet. Qu'elle occupe cet appartement. L'info en plus, quand Julien Clerc, Frédéric Becbédé, Jean-Pierre Daroussin prennent la plume pour plaider pour l'égalité des droits, l'égalité des sexes, mais pas forcément sur le sujet auquel on pense. L'info en plus avec Lucas Ajdela. Vous aurez sûrement un avis sur la question, Adrien Quatennens. Bonsoir Lucas. Bonsoir David, bonsoir Fabien, bonsoir Quatennens. Cette pétition, elle concerne les bébés, elle concerne le congé parental. Oui, effectivement. Alors quel est le lien à première vue entre Frédéric Becbédé, Julien Clerc, Vikash Dorasso ou encore Jean-Pierre Daroussin? Eh bien, toutes ces célébrités demandent le droit de pouponner, comprendre le droit de rester plus longtemps avec son bébé au moment de la naissance. C'est le magazine Cosette qui est à l'origine de ce plaidoyer, vous l'avez dit, pour l'allongement du congé paternité. Il a été signé par une quarantaine d'hommes célèbres et sur Internet par 15 000 anonymes. Une pétition que le magazine compte bien adresser à Emmanuel Macron et à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Alors de combien veulent-ils rallonger ce congé paternité? Actuellement, faisons un petit point, un homme a le droit à 11 jours de congé s'il en fait la demande. 11 seulement. Jours. Adrien Quatennens s'y connaissait parfaitement. Hein, ouais. 11 jours de congé que vous avez peut-être pris lors de... Pas encore, ça viendra peut-être. Vous y comptez peut-être. Alors 11 c'est jours, ce qu'on vous ça, souhaite. c'est optionnel. Si l'homme en fait la demande, la pétition demande donc que ça devienne obligatoire et qu'à terme... Obligatoire. Obligatoire. On n'a pas le choix, on doit prendre. On n'a pas le choix, on est obligé de le prendre et qu'à terme, ce soit prolongé jusqu'à 6 semaines. Pourquoi 6 semaines? Parce que c'est le minimum que doit prendre une femme après la naissance d'un enfant. Pour elle, impossible d'y déroger. C'est obligatoire. Elle est obligée de prendre au moins 8 semaines, dont 6 semaines après la naissance de l'enfant. Donc c'est donc, selon le magazine Cosette, une mesure d'égalité entre les femmes et les hommes. Le sens qu'il y a derrière cette demande, c'est l'idée que professionnellement, une femme qui a des enfants est forcément désavantagé, alors que professionnellement, un homme qui a des enfants n'est pas forcément désavantagé, c'est ça? Effectivement, c'est exactement ça. On demande à ce que les hommes, d'une part, n'aient plus honte de demander à leur employeur de prendre ce congé paternité et qu'il soit associé à la charge d'élever l'enfant, notamment dans les premières semaines, là où tout se construit la mécanique du rapport entre la femme et son bébé, que l'homme soit associé dès le début, dès les premières semaines. Car la plupart des spécialistes sont d'accord pour dire que 2 semaines au début, c'est pas suffisant pour créer un vrai lien entre l'homme et son enfant. C'est surtout pas suffisant pour que l'homme comprenne toutes les conséquences que va avoir cette naissance sur la vie du foyer en général. Vous avez des enfants, Lucas? Non, pas encore, mais du coup, vous y pensez? Si le congé est prolongé, je ne peux pas m'en plaindre. Ce serait une bonne chose, l'égalité parfaite sur ce terrain-là? Oui, très clairement, je le pense. D'ailleurs, c'était une mesure du programme de la France Insoumise d'Avenir en commun. Nous étions pour le fait que les hommes puissent avoir le même niveau, un niveau égal de congé de paternité que le congé maternité. Tout ce qui va dans le sens du progrès humain, finalement, est une bonne chose. Et vous savez, parfois, l'égalité entre les femmes et les hommes, ça a y compris des vertus budgétaires. J'en profite parce que sur la question, par exemple, de l'égalité salariale, aujourd'hui, c'est 20% de différence entre les femmes et les hommes. Si on fait en sorte que ce niveau soit égal et que les femmes et les hommes, bien surtout, on finance les retraites à 60 ans. Oui. Merci Adrien Quatennens d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci Lucas, merci Fabien. 5h45 demain, on vous retrouve dans la matinale. Elle sera pétaradante demain matin. Pétaradante de Pascal de la Tour du Pin. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite Hélène Lecomte. Et puis le débat autour d'Arlette Chabot, Politiquement chaud. Merci de nous avoir suivis. La rediffusion à 22h40. À demain. Merci.